Il y a des moments après lesquels on ne peut plus parler comme avant. On ne peut plus faire semblant que tout est encore en discussion, que quelque chose peut changer, que tout n'est pas encore décidé. On ne peut plus se rassurer avec des mots comme « attendons »,« peut-être que cela passera tout seul » ou « et si c'était une erreur ». Récemment, une vidéo contenant l'allocution du docteur Egon Cholakian a été publiée. Et si vous l'avez regardée attentivement, vous avez compris une vérité simple, mais lourde. L'une des principales chances qui permettait d'espérer un avenir sûr pour l'humanité a déjà été gaspillée. De quoi s'agit-il? D'un foyer de danger climatique. Une région qui se réchauffe plus fortement et plus rapidement que n'importe quel autre endroit de la planète. Sous la Sibérie se trouve un gigantesque panache mantélique magmatique. Par son ampleur, il est comparable à tout le continent australien. Et il ne disparaîtra pas de lui-même, ni ne se dissoudra miraculeusement. Son activité augmente, car de plus en plus d'énergie supplémentaire pénètre à l'intérieur de la Terre, ce qui, en substance, réchauffe le noyau et provoque la remontée du magma. Et si nous ne faisons rien, la pression interne ne fera qu'augmenter. Or, lorsque la pression augmente de façon incontrôlée, cela se termine par une explosion. Ce ne sera pas seulement la Russie qui sera menacée. La destruction touchera le monde entier. Cette catastrophe déclenchera une réaction en chaîne d'événements qui rendra la vie sur Terre impossible. Par une coïncidence, j'ai annoncé il y a exactement 1 an, dans l'une de mes vidéos, la prévision de ces événements. À ce jour, elle demeure la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Et même en disposant de cette information, en ayant conscience de la tendance d'évolution d'un scénario catastrophique, je ne pouvais pas imaginer que, en l'espace d'une seule année, la situation deviendrait si critique. Le docteur Egon Cholakian parle publiquement de ces faits depuis plusieurs années. Parallèlement, la communauté scientifique ALLATRA et les bénévoles de cette organisation alertent sur ce problème depuis plus de 10 ans. Mais surtout, ils ne se sont pas contentés d'exposer le problème. Ils ont proposé une solution pratique, réelle, empêcher que la pression sous la Sibérie atteigne un point critique. À la place, évacuer progressivement, de manière contrôlée et sûre, les excédents de gaz et de lave en réduisant ainsi la tension à l'intérieur de la Terre. Autrement dit, réaliser un dégazage planifié et contrôlé. Dans l'une de ses vidéos, le docteur Egon Cholakian a expliqué cette problématique de la manière la plus simple possible, sans formule compliquée, afin que le sens du processus de dégazage soit compréhensible pour chacun. Je le rappelle, imaginez un ballon gonflable bleu tout à fait ordinaire. Dans cet exemple, le ballon représente notre planète Terre. Maintenant, imaginez une pompe qui gonfle ce ballon. La pompe symbolise les influences cosmiques externes et les processus internes qui réchauffent le noyau terrestre. Le noyau se réchauffe, le manteau fond, le magma brûlant remonte et augmente de volume. Vous voyez comment le ballon devient de plus en plus grand. Il se gonfle de l'intérieur. C'est la croissance de la pression interne de la planète. Et si nous continuons à pomper et ne faisons rien, à un certain moment le ballon éclatera tout simplement, soudainement, de façon inattendue, avec des conséquences dévastatrices. Maintenant, imaginez qu'en un point précis, le ballon soit délicatement perforé avec un dispositif de perfusion. C'est l'image de ce que nous proposions de faire dans la région sibérienne. Forer un grand nombre de puits par lesquels les gaz excédentaires et la lave pourraient s'échapper progressivement. Il y a aussi un régulateur de débit qui contrôle la vitesse de sortie de l'air. On ne l'ouvre pas brusquement, mais lentement. Et l'air commence à s'échapper peu à peu. La tension se relâche. Et surtout,
le ballon cesse de se gonfler de manière aussi agressive, même si la pompe continue de fonctionner. C'est précisément l'essence du dégazage planifié. Non pas arrêter les processus dans les entrailles de la Terre, c'est impossible, mais les rendre sûrs et aussi contrôlables que possible sans aller jusqu'à une explosion catastrophique. C'était la seule méthode proposée qui permettait réellement de prévenir la catastrophe et de sauver des milliards de vies. Oui, cette méthode n'était pas parfaite. Oui, elle comportait des risques. Mais c'était la chance qui donnait du temps à l'humanité. Elle l'était parce que cette chance, nous l'avons déjà laissée passer. Car, comme l'a dit le docteur Egon Cholakian dans sa vidéo, malgré mes nombreux appels à l'action, il semble que la communauté humaine ait décidé d'ignorer la fenêtre d'opportunité permettant de lancer des mesures préparatoires pour un dégazage contrôlé du panache magmatique sibérien sur le territoire russe. Aujourd'hui, je fais une déclaration officielle. Le dégazage du panache sibérien ne pourra plus aider la situation. Nous avons laissé passer le moment où un dégazage contrôlé pouvait encore être une solution viable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ici, il est important de remettre immédiatement les choses à leur place. On ne peut pas dire que la menace du panache magmatique sibérien n'était pas connue. On ne peut pas dire que personne n'en avait entendu parler. Et on ne peut surtout pas prétendre qu'il manquait d'informations. Les informations tirées des matériaux d'Allatra, comme celles des vidéos du docteur Egon Cholakian sur ce sujet, se sont diffusées dans le monde entier. Les bénévoles d'Allatra, tout comme l'énorme quantité de personnes intéressées par cette question, publiaient massivement des vidéos sur leur blog. De nombreuses vidéos et publications dans différentes langues, des articles, des podcasts et des interviews ont vu le jour. Les vidéos sur une possible percée du panache sibérien ont atteint des millions de vues. Ce sujet a été discuté dans le monde entier. Des fragments des messages vidéo d'Egon Cholakian ont été regardés, transmis et commentés, y compris par ceux qui, aujourd'hui, font semblant que rien de grave ne se passe. Et cela, même dans des régions où, à ce jour, les thèmes soulevés par le mouvement Allatra sont interdits. En Russie même, où aujourd'hui Allatra a été déclaré extrémiste à l'instigation du réseau antisecte d'Alexandre Dvorkin et de son organisation Rassirs, les citoyens eux-mêmes ont ouvert et continuent d'ouvrir des discussions sur les réseaux sociaux au sujet de la menace d'une percée du panache sibérien. Et même les antisectes eux-mêmes, qui ont mené pendant plus de 10 ans une campagne de discrédit contre Allatra, ne manquaient pas, lors de leurs conférences, réunions antisectes et dans des chats fermés, d'en profiter pour regarder nos vidéos et en discuter. La Russie nourrit manifestement une affection particulière, parfois même maladive, pour ce scientifique américain qui sonnait le plus fort l'alarme au sujet du problème du panache sibérien. Il suffit de regarder le flot de publications dans les médias russes en 2025. Des articles sont parus où de soi-disant experts, en réalité des chiens dressés du réseau antisecte, tentaient, pour un misérable morceau de butin, de discréditer le docteur Cholakian. Ils le qualifiaient d'intelligence artificielle, d'un fake, et qualifiaient d'absurdité les informations sur le panache sibérien. Ils y ont même consacré le prime time sur des chaînes fédérales, en essayant de salir sa réputation. Et tout cela, malgré l'interdiction du mouvement social international Allatra sur le territoire russe. C'est pour le moins surprenant.
Ils nous ont déjà interdits, déjà expulsés de là-bas. Nous ont privés de toute possibilité de mener des recherches et d'obtenir des données qui auraient pu contribuer à résoudre le problème climatique lié à la menace croissante d'une percée du panache sibérien. Et pourtant, ils continuent à parler de nous. Ils n'arrivent toujours pas à nous sortir de la tête et à laisser les gens respirer librement, ces chacals antisectes, avides de souffrance humaine. Pardonnez-moi, mais il se comporte comme un abuseur dans une relation, celui qui a tout détruit, qui a lui-même maltraité et expulsé l'autre, puis rôde ensuite, épie sur les réseaux sociaux et raconte à tout le monde à quel point mon ex est horrible, incapable d'oublier, incapable de laisser tranquille. En même temps, remarquez ce paradoxe. Les activistes antisectes en Russie et les médias qui leur sont affiliés n'ont certainement pas ignoré ce sujet, ni l'ont passé sous silence. Au contraire, ils ont dépensé des forces, des ressources et du temps précisément pour le faire taire ou le discréditer délibérément. Sous la baguette de Dvorkin, l'autoproclamé grand sectologue de toute la Russe, le sujet a été qualifié de fausse information diffusée par la terrible secte Allatra. Et ils ont désespérément tenté de coller les yeux et les oreilles de leurs propres citoyens avec ce que Dvorkin, apparemment, aime servir à ses amants dans un élan de passion. J'en ai parlé en détail dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne. Les informations sur le panache sibérien étaient publiquement accessibles. Le sujet était présent dans l'espace informationnel et largement débattu au niveau de l'opinion. On peut donc dire honnêtement une seule chose. Ils nous ont entendus, mais ils ne nous ont pas écoutés. Ce qui s'est produit avec le climat en 2025 et ce qui se produira en 2026 parle de soi-même. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose de soudain. C'est la conséquence directe de décisions qui soit n'ont pas été prises, soit ont été prises en pleine connaissance des conséquences dévastatrices qu'elles entraîneraient. Je veux souligner ce que les scientifiques et les bénévoles d'Allatra ont exactement fait. Imaginez non pas une tragédie isolée, non pas une catastrophe locale, mais une énorme bombe sans minuterie clairement réglée, intégrée aux fondations de la maison commune où vit toute l'humanité. Cette bombe, c'est le panache magmatique sibérien. Un volume colossal de magma incandescent, de gaz et de pression, accumulé pendant des millénaires et qui, tout ce temps, continue de gagner en énergie. Et précisément dans cette réalité apparaissent des gens qui n'ont ni pouvoir, ni budget de milliards, mais qui dépensent leurs propres moyens et leur temps, et au sens littéral, toute leur vie, pour 3 choses clés. Premièrement, ils révèlent une menace à l'échelle planétaire et appellent les choses par leur nom, sans détour, directement. Deuxièmement, ils expliquent pourquoi cette menace est réelle et quelles conséquences elle aura, non seulement pour une région, mais pour toute la planète. Troisièmement, et c'est là le plus important, ils proposent une solution pratique, prête à l'emploi, étayée par des données scientifiques. J'insiste, étayée par des données scientifiques. Il ne s'agit pas de peut-être qu'un jour nous inventerons quelque chose. C'est une solution qui est déjà appliquée dans certains domaines. Le dégazage planifié est un principe utilisé depuis longtemps partout où une pression excessive se forme, dans l'industrie, la géologie et les systèmes d'ingénierie. Allatra a proposé d'étendre cette approche déjà connue à l'échelle planétaire. Parce qu'il est impossible d'arrêter les processus à l'intérieur de la Terre,
Mais éliminer la tension critique sans explosion, en s'appuyant sur l'expérience du dégazage contrôlé, était tout à fait réaliste. Et c'est là que réside une valeur colossale, car les bénévoles d'Allatra ne se sont pas contentés de dire « nous sommes tous en danger », ni seulement d'attirer l'attention. Ils ont offert un plan réel et efficace pour neutraliser la menace. Oui, avec des risques. Oui, complexes. Oui, exigeant un effort énorme, de la coordination et de la responsabilité. Mais cela donnait une chance réelle de sauver des milliards de vies. Nos bénévoles en ont parlé, ont averti à l'avance, pendant des années, de façon constante, avec des arguments. Les bénévoles d'Allatra n'ont pas commencé à en parler parce que c'était à la mode ou rentable. Pendant de nombreuses années, ils ont expliqué ce qu'est le panache sibérien, présenté des données montrant son activité, décrit des scénarios possibles et proposé une solution pratique, concrète, le dégazage planifié. Et il est important de le souligner, il ne s'agissait pas de slogans, ni de fantaisie, ni de mysticisme. Il s'agissait d'une approche technique, scientifiquement fondée. En même temps, d'autres questions ont été soulevées. Les générateurs d'eau atmosphérique comme réponse à la menace d'une contamination critique de la biosphère par les nanoplastiques et la nécessité d'une approche globale pour étudier les processus dans l'atmosphère, l'océan et l'intérieur de la Terre. Et qu'est-il arrivé? Ils n'ont pas été entendus. Et aujourd'hui, comme l'a déclaré le docteur Egon Cholakian, le dégazage du panache sibérien ne changera plus la situation. Il y a eu une chance, mais l'humanité l'a manqué à cause de la cupidité de certaines personnes qui prennent des décisions importantes en Russie. En conséquence, à leur instigation, ce qui a commencé alors continue aujourd'hui. Harcèlement, discrédit, interdiction et persécution d'Allatra par le réseau antisecte. Tout cela constitue un acte monstrueux et délibéré d'extermination de l'humanité. Et qui est capable d'un tel crime? Qui peut détruire avec une telle cruauté non seulement des innocents, mais l'humanité entière, y compris sa propre famille et ses propres enfants? Qui peut jouir de savoir qu'un médecin ayant posé le diagnostic et proposé une méthode de traitement viable est réduit au silence, expulsé de l'hôpital, privé de ressources de recherche et d'accès aux médicaments, torturé, stigmatisé et déshumanisé par l'étiquette de sectaire? Seule une personne dépourvue d'empathie et souffrant de troubles psychiques graves peut être l'auteur de telles manifestations de sadisme. Et l'un de ces brillants psychopathes tire aujourd'hui personnellement les ficelles du pouvoir en Russie, soufflant ses directives aux services de sécurité, ainsi qu'au système législatif et judiciaire. Oui, je parle d'Alexandre Dvorkin, le professeur russe, sectologue et expert en extrémisme, qui agit par l'intermédiaire de sa structure totalitaire appelée Rassirs, l'association russe des centres d'études des religions et des sectes. En réalité, il n'est professeur et théologien que sur les sites de ses propres partisans. Le monde académique connaît depuis longtemps sa véritable nature. Je renvoie encore une fois à la vidéo qui examine en détail qui est réellement cette personne et quelles pratiques perverses elle met en œuvre en se cachant derrière le masque d'un lecteur en soutane, prétendument chargé de protéger la société contre de terribles sectes et cultes. Il est aussi génial dans sa folie parce que malgré des diagnostics médicaux confirmés de troubles mentaux, il a réussi à mettre à genoux une grande puissance nucléaire et à faire danser toute l'élite dirigeante exclusivement au son de sa musique.
En conséquence, la Russie a pris une voie d'autoritarisme, rappelant la période des répressions staliniennes de 1937. En substance, elle devient déjà une Corée du Nord 2.0. Pour revenir au thème du panache sibérien et à l'analogie avec un médecin, dans ce cas, le mouvement Allatra et son groupe scientifique jouent le rôle du médecin. Mais il s'est trouvé en Russie des personnes qui, manifestement, avaient leurs propres intérêts dans la région sibérienne et qui se sont trop habituées au tintement des pièces d'or dans leurs poches. Après tout, la Sibérie est, à bien des égards, une région profitable. Elle n'est qu'un morceau particulièrement appétissant pour ceux dont le capital et les profits dépendent directement de l'industrie actuelle et du secteur extractif en Sibérie. Et pour eux, il était évidemment insupportable que les bénévoles et l'équipe scientifique d'Allatra aient eu raison dans leurs prévisions. Nous avons averti à maintes reprises que les catastrophes liées à l'activation du panache magmatique sous la Sibérie ne feraient qu'augmenter. Vous pouvez le constater vous-même. Sous l'influence du panache, 2 puissants séismes de magnitude supérieure à 7 se sont produits en l'espace d'une seule semaine, en décembre. D'abord, un séisme de magnitude 7,0 à la frontière Alaska-Yukon. Puis, seulement 2 jours plus tard, un séisme de magnitude 7,6 au large du Japon. Ce n'était pas une coïncidence fortuite, mais une preuve claire de processus profonds provoqués par la pression exercée par le panache sibérien sur la croûte terrestre. L'année 2025 a apporté toute une série de records et d'anomalies géodynamiques. Le séisme dévastateur de magnitude 7,7 au Myanmar le 28 mars a montré des caractéristiques sans précédent. Une rupture en superchire s'étendant sur 475 km. Puis, fin juillet, un méga-séisme de magnitude 8,8 a frappé le Kamtchatka, accompagné d'une série de répliques anormales. Il s'est produit dans la zone marginale de la plaque eurasienne, sous laquelle le panache sibérien continue de s'intensifier. Dans une récente allocution vidéo, Egon Cholakian a également présenté un graphique basé sur des données en accès libre. Il montre le nombre de séismes de magnitude 3 et plus, d'après les données de la ressource Internet ouverte Volcano Discovery, qui agrège des informations sismiques provenant de systèmes de surveillance du monde entier. Sur ce graphique, 2025 se distingue par une forte hausse du nombre de séismes à l'échelle mondiale. Les faits et les chiffres démontrent clairement à quel point l'activité sismique sur la planète a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Allatra avertissait ouvertement et directement que, à mesure que le panache gagnerait en activité, l'activité sismique le long des frontières de la plaque eurasienne s'intensifierait et que les événements les plus forts et les plus anormaux devrait être attendu dans le nord du Japon et au Kamtchatka. C'est exactement ce qui s'est produit. Il suffit de regarder la sismicité récente le long des frontières des plaques lithosphériques au large du Kamtchatka et du Japon pour voir des signes évidents de l'ascension du panache sibérien. Un nombre croissant de citoyens russes en prennent conscience et en parlent ouvertement. Cependant, reconnaître la réalité de la menace liée au panache sibérien entraîne inévitablement des pertes de réputation et des pertes économiques pour ceux qui contrôlent les ressources clés du pays. Cela sape l'image de stabilité soigneusement entretenue sur laquelle repose la réputation externe de l'État en tant que partenaire fiable et destination d'investissement. Qui investirait dans une région officiellement reconnue comme se trouvant au seuil d'une catastrophe géologique de grande ampleur? Si cela devenait connu du public,
Cela conduirait à une réévaluation des contrats, à un renforcement de la pression politique et à une hausse de la transparence, chose à laquelle certaines personnes, qui ont bâti leur fortune sur la Sibérie, ne s'attendaient manifestement pas. Elles ont compris que demain, elles pourraient perdre leurs milliards. Et elles ont donc décidé qu'il était bien moins cher de dépenser aujourd'hui des centaines de millions pour discréditer l'organisation qui pose ouvertement ce problème. Car lorsque la vérité devient connue de la majorité, les gens commencent à prendre des décisions. Ils pensent à la sécurité de leur famille et de leurs enfants. Et cela signifie un exode massif des habitants des régions dangereuses. Et c'est déjà un coup direct porté à l'économie intérieure, au marché du travail et au final, aux revenus personnels de ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne de décision. La logique de ceux qui sont obsédés par leur capital accumulé grâce à l'extraction des ressources naturelles en Sibérie est simple. Interdire la vérité dérangeante et détruire ceux qui la disent. Pour mettre en œuvre cette stratégie, ceux qui voulaient préserver leur richesse et leur pouvoir n'avaient besoin que d'exécutants commodes, idéalement motivés idéologiquement. Et qui serait mieux adapté à ce rôle qu'un adepte de l'idéologie de Kunét, cet homme qui a jadis transmis aux nazis des listes prototypes d'extrémistes afin de faciliter l'élimination des indésirables. Alexandre Dvorkin, disciple dévoué de Johannes Haugaard, que l'on peut, à travers de nombreuses chaînes de connexion, rattacher à des idéologues nazis, est l'instrument parfait pour éliminer ceux qui gênent, ceux qui sont incommodes et indésirables. Le réseau construit par Dvorkin est une structure de type mafieux, méticuleusement conçue pour ce genre d'opération, une machine de terreur et de suppression. Il contient tout ce qu'il faut pour neutraliser ceux qui menacent le pouvoir et le capital. Des exécutants fanatiquement loyaux, nourris de haine et d'une idéologie de supériorité. Beaucoup d'entre eux, comme attirés par gravitation, se rassemblent autour de Dvorkin, unis par des tendances maniaques et sadiques similaires. Chacun y joue un rôle précis. Ces gens au ministère de la Justice, dans les forces de l'ordre, la justice, les médias et le monde académique. Les membres de ce réseau agissent aussi bien au-delà des frontières de la Russie. Ils parlent tous un langage commun de haine, recherchent l'infliction de la souffrance et affichent une intolérance chronique envers les libertés démocratiques. Cette structure possède aussi une véritable arme de terreur. Les prétendues expertises basées sur des mensonges soigneusement construits, produits par la pensée déformée de Dvorkin. Il suffit de désigner une cible et la machine répressive se met en marche. Des pseudo-experts, imprégnés des écrits de Dvorkin et de l'idéologie nazie de ses mentors, sont mobilisés. Des conclusions sont fabriquées, présentées comme des commentaires d'experts ou des avis officiels. Puis vient le grand cri, sectaire. La raciresse appose son étiquette et c'est fait. L'élimination d'une organisation, d'une communauté religieuse, d'un politicien, d'une personne, voire d'un pays entier est lancée. Ensuite viennent l'interdiction et l'étiquette d'extrémisme. Des adhérents dociles de la Racire dans d'autres pays diffusent alors les récits nécessaires via le réseau de Dvorkin, et l'organisation détruite en Russie acquiert la même réputation à l'étranger. Naturellement, tout cela demande des financements. Pour ceux dont les trillions tirés des entrailles de la Sibérie comptent davantage que la vie de milliards de personnes, il est manifestement plus simple et moins cher de dépenser des centaines de millions pour nous discréditer.
Le but est simple, nous réduire au silence pour que le monde n'entende pas la vérité sur la menace. C'est pourquoi une meute entière de chacals affamés a été recrutée sous couvert de combattants anti-sectes. Des psychopathes chargés d'inonder l'espace informationnel de mensonges et de déformer notre travail afin que personne ne croie aux données scientifiques sur le panache sibérien. La structure de Dworkin est connue depuis longtemps pour ce genre d'activité. Contre de l'argent, elle discrédite des innocents et des organisations, les marque, les diabolise et détruit des réputations, préparant le terrain aux répressions. Et cela ne se limite plus à la Russie. Ce tapis roulant de mensonges, conçu et lancé par Dworkin, a depuis longtemps franchi les frontières et fonctionne déjà dans plusieurs pays démocratiques. L'objectif de cette campagne est limpide. Non seulement détruire la réputation du mouvement Allatra et de ses bénévoles, mais aussi pousser la société à rejeter les faits scientifiques même sur les risques environnementaux et géodynamiques qu'ils présentent. Nous sommes, en essence, face à une guerre cognitive systémique à grande échelle. Non pas une guerre pour des territoires, mais une guerre pour vos esprits, pour votre perception de la réalité. Une guerre destinée à vous maintenir dans l'ignorance. Son but est de vous amener à douter que votre vie est en danger, de vous empêcher d'analyser les prévisions et de prendre les faits au sérieux. Les résultats de cette guerre sont déjà visibles. En Russie, une répression de grande ampleur a été déclenchée contre des scientifiques et d'anciens bénévoles d'Allatra respectueux des lois. Beaucoup subissent des persécutions brutales. Certains sont sous enquête, d'autres ont été jetés en prison. Beaucoup ont perdu leur logement et ont été contraints de quitter le pays à cause du stress constant et de la pression du harcèlement des services de sécurité. Et cela sans même parler de la pression psychologique permanente exercée par la société. Car l'étiquette de sectaire, tout comme autrefois l'étoile jaune imposée aux Juifs, déclenche inévitablement une chaîne entière de harcèlement et de déshumanisation. Le cynisme particulier de la situation tient au fait que l'influence de la RACIRS, malgré son origine russe, s'est propagée en Ukraine aussi. Là, à l'initiative d'agents de Dworkin, en particulier Irina Kremenovskaya, tristement connue pour avoir tué des chiens, des affaires pénales ont été ouvertes contre des membres du mouvement, sur la base d'avis d'expertise qu'elle a sciemment falsifiés. Prenez une seconde pour le réaliser. Les bénévoles d'Allatra en Ukraine, des citoyens respectueux des lois, dont beaucoup sont des scientifiques, des éducateurs et des personnes engagées dans des activités utiles à la société, des gens qui se sont consacrés à sauver des vies humaines et à renforcer la réputation et la position internationale de leur propre pays, font aujourd'hui face à des violations de leurs droits fondamentaux, à l'intimidation et à la destruction de leur vie. Ces bénévoles ont donné des années de leur vie, leur énergie, leur santé et leurs ressources personnelles pour transmettre à la société une information d'importance critique. Et qu'ont-ils reçu en retour? Pression, persécution, vie brisée et au final, du temps perdu pour toute l'humanité. Aujourd'hui, on peut le dire sans détour, la fenêtre de dégazage a été manquée parce que la vérité a été délibérément étouffée. Mais maintenant, toute cette meute de chacals affamés, lâchés par des gens proches de Poutine, ceux qui profitent directement de la Sibérie, peut laisser Allatra tranquille et se détendre. Car comme l'a dit Egon Sholakian dans sa vidéo, nous vous laissons votre panache sibérien. Nous le laissons entièrement sur la conscience personnelle de ceux qui ont sciemment fait taire la vérité.
Nous avons déjà manqué l'unique moment où le dégazage planifié avait encore un sens. Tout ce pourquoi ils se sont battus avec tant de férocité, étouffer l'information scientifique sur le panache, discréditer Alatra et ses membres, les marquer comme une secte, est désormais devenu totalement inutile et dépourvu de sens au regard de la situation réelle. Cela n'a plus d'effet sur rien. Poursuivre cette campagne ne ferait que gaspiller leur argent et leurs efforts. En dehors du panache sibérien, rien ne menace aujourd'hui leur profit. Ils peuvent donc continuer tranquillement à remplir leurs poches avec les ressources naturelles de la Sibérie, au moins tant que leur Sibérie et leur Russie existent encore. Il est impossible de mener un dégazage à grande échelle en 2 ans, et nous n'avons plus les 4 années qui auraient été nécessaires. Même si les meilleurs experts du monde se réunissaient aujourd'hui, cela ne changerait rien. Tout aurait pu être différent, mais le temps a été perdu. Et maintenant que la chance d'un dégazage contrôlé a disparu, il ne nous reste, en tant qu'humanité, qu'à chercher des solutions dans d'autres directions, alternatives. Certains d'entre vous, réellement alarmés par ce que j'ai décrit, ont peut-être senti une lueur d'espoir et se sont dit « Existe-t-il d'autres moyens de sauver nos vies ?» Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Je ne veux pas vous contrarier, mais je ne vous donnerai pas non plus de faux espoirs. Pour corriger la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, nous faisons face à une tâche encore plus complexe et qui doit être résolue collectivement. Il n'est plus possible de faire porter tout le poids de la responsabilité uniquement sur les bénévoles d'Alatra. Le problème dont je parle exige l'implication de toute la communauté scientifique mondiale, car il ne s'agit plus d'un plan de secours. Il s'agit d'une question sur laquelle la communauté scientifique d'Alatra travaille depuis près de 20 ans. 20 ans d'efforts titanesques, et pourtant, une solution complète n'a pas été trouvée. Un défi d'une telle ampleur aurait dû rassembler depuis longtemps les meilleurs esprits du monde autour d'un seul objectif. Et le temps qui reste pour chercher une alternative n'est pas une fenêtre d'opportunité. Ce sont les derniers grains de sable dans un sablier que l'humanité a déjà retourné. Ce n'est pas une menace locale, c'est un défi à la continuité même de la vie sur Terre. Je parle maintenant des nanoplastiques, le tueur invisible qui détruit systématiquement l'équilibre fragile de la biosphère de la planète, y compris le corps de chaque être humain sur Terre. J'ai déjà soulevé cette question dans l'un de mes épisodes, et comme je l'ai dit plus tôt, Alatra l'étudie depuis presque 20 ans. À ce stade, vous êtes peut-être perplexe. Il y a un instant, nous parlions de la menace mondiale d'un immense réservoir de magma sous la Sibérie, capable d'anéantir un pays, un continent et à terme, toute vie. Et soudain, nous parlons de plastique. Pourtant, ce sujet est directement lié à la fois au panache sibérien et au changement climatique. Malgré tout, des associations mentales familières se déclenchent. Décharges, tortues empêtrées dans des déchets plastiques, éco-activistes. Mais je ne vais pas parler de gobelets réutilisables ou de tri des déchets. Et il ne s'agit pas de phoques avec des sacs plastiques dans l'estomac. Il s'agit de vous, de vos maux de tête de plus en plus fréquents, de votre fatigue chronique inexpliquée, de l'aggravation des maladies auto-immunes. Il s'agit de vos enfants, de leur hyperactivité, de l'affaiblissement de leur immunité, du retard du développement cognitif et d'une longue liste de maladies chroniques. Respirez maintenant.
Vous venez d'inhaler au moins des dizaines de nanoparticules de plastique qui entrent dans votre sang et finissent par atteindre vos cellules. À chaque respiration, d'autres particules pénètrent dans votre organisme et leur nombre ne cesse d'augmenter. Buvez une gorgée d'eau, même la plus chère en bouteille. Vous buvez littéralement un cocktail de polymères. Chaque petit déjeuner, déjeuner et dîner apporte une nouvelle dose de micro et de nanoplastiques. Et votre système immunitaire ne reconnaît même pas ces particules comme un ennemi, ce qui signifie qu'il ne peut pas vous en protéger. Particule après particule, les nanoplastiques se déposent dans vos organes, s'accumulent dans votre estomac, dans les tissus de vos poumons qui viennent de les inhaler. Le plus effrayant, c'est qu'ils franchissent la barrière hémato-encéphalique et endommagent les neurones de votre cerveau. Ils perturbent le fonctionnement des mitochondries, Les petites centrales énergétiques de vos cellules, et s'insèrent au cœur même du code biologique, dans l'ADN, provoquant des dérèglements dont nous ne sommes pas encore capables de mesurer pleinement les conséquences. Il n'existe aucune procédure de détox contre cette invasion de votre corps. Aucun nettoyage. Les particules de nanoplastiques se dégradent à peine et sont presque totalement non excrétées par l'organisme. Malgré cela, tout cela peut encore vous sembler très éloigné. Alors écoutez attentivement. Le plastique n'est plus seulement en vous. Les particules de nanoplastiques sont déjà en ceux qui n'ont pas encore pris leur première respiration. Elles traversent la barrière placentaire, censée protéger le fœtus. Mais pour les nanoplastiques, ce n'est qu'une couche perméable de plus. Là, maintenant, dans le ventre de mères qui attendent la naissance de leurs enfants avec espoir et joie, se forment des embryons déjà empoisonnés par l'héritage de notre civilisation plastique. Le 7 décembre 2025, le Centre de recherche mondial ALLATRA a présenté en première le documentaire Nanoplastics, Threat to Life. Il rassemble des milliers de faits, des travaux de scientifiques de premier plan, des témoignages directs et des recherches qui, ensemble, composent une image unique et profondément alarmante. Le film montre clairement et de manière exhaustive ce que la science mondiale commence seulement à dire à voix haute. Les nanoplastiques détruisent la biosphère, la santé humaine et notre avenir bien plus profondément que la plupart ne veulent l'admettre. Dans le film, la docteure Ragusa d'Italie, première à détecter des microplastiques dans le placenta humain, a partagé un autre fait inquiétant. Une génération d'enfants émerge déjà, dont le corps se compose à la fois de matériaux organiques et inorganiques, tels que le plastique. On les a appelés bébés cyborgs. Ils sont plus petits et, en règle générale, ont un cerveau plus petit que les enfants typiques. Si l'on rassemble tout ce que les données montrent aujourd'hui, une image extrêmement alarmante se dessine. Il ne s'agit plus de risques isolés ou de problèmes de santé locaux. Sous l'influence des nanoplastiques, se forment des tendances de grande ampleur qui touchent les fonctions les plus fondamentales de l'être humain en tant qu'espèce biologique. La première tendance est la perte des capacités cognitives. La deuxième est l'atteinte du système reproducteur. Qu'est-ce que cela signifie? Pour la première, pardonnez ma franchise, mais je le dis clairement, nous devenons plus bêtes. Globalement, baisse des capacités cognitives, incapacité à se concentrer, oubli, instabilité émotionnelle, tout cela résulte de nanoparticules de plastique chargées qui pénètrent dans le cerveau et les réseaux neuronaux et perturbent les processus électrochimiques les plus délicats qui sous-tendent notre capacité à penser.
Les neurones dépensent jusqu'à 70% de leur énergie à transmettre les impulsions nerveuses. Quand leurs mitochondries sont endommagées, au minimum, vous commencez à oublier des mots. Vous traitez l'information plus lentement et vous ressentez une fatigue constante. Pire encore, cela peut conduire à des maladies neurodégénératives. Déjà, au vu d'un grand corpus de données, il est clair que nous assistons à une extinction progressive de la capacité même à penser de façon complexe. La faculté d'analyser, de créer, tout ce qui a fait de nous l'espèce dominante commence à s'éroder. Nous risquons de devenir une espèce technologiquement avancée, mais biologiquement privée de la lucidité mentale nécessaire pour résoudre les problèmes qu'elle a elle-même créés. Quant à la seconde fonction fondamentale, la reproduction, elle devient elle aussi une cible des nanoplastiques. La fertilité ne baisse pas sans raison. Des nanoparticules de plastique chargées peuvent perturber physiquement le fonctionnement des cellules sexuelles et pénétrer dans les embryons. Leur entrée dans les cellules sexuelles et les tissus des organes reproducteurs est un chemin direct vers l'infertilité biologique. Pendant des décennies, l'idée dominante dans la communauté scientifique était que les nanoplastiques sont des matériaux passifs et que le principal danger des plastiques réside dans leur composition chimique. Par exemple, des additifs toxiques comme les phtalates ou le bisphénol A. On pensait que le plastique était présent mécaniquement dans le corps, mais incapable d'interférer activement avec les processus biologiques. Cependant, les recherches modernes et les expériences de laboratoire de ces dernières années ont mis en évidence un mécanisme d'impact fondamentalement différent. Les nanoplastiques se sont révélés loin d'être inertes. Leur propriété clé est la capacité d'accumuler une charge électrostatique à leur surface. C'est précisément ce qui les transforme en agents actifs et destructeurs. Une fois à l'intérieur du corps, ces particules interagissent avec les cellules et les structures moléculaires, non pas comme des grains de sable inertes, mais comme des objets énergétiquement actifs. Elles perturbent la signalisation intercellulaire, dérèglent les processus électrochimiques, déforment le fonctionnement des membranes et des structures protéiques. Autrement dit, elles interfèrent avec le langage même par lequel le corps communique avec lui-même. Il est important de souligner que, pour le groupe scientifique ALLATRA, ce n'était pas une découverte récente. Il y a près de 20 ans, ils savaient déjà que les micro- et nanoplastiques ne sont pas inertes. De plus, il était clair dès lors que le danger principal des nanoplastiques réside précisément dans leur capacité à conserver une charge électrostatique sur de longues périodes. Cette charge permet aux particules de nanoplastiques d'interférer avec les processus électriques fondamentaux des organismes vivants. Or, ce sont les impulsions électriques qui constituent la base du fonctionnement des cellules, des neurones, des muscles, du cœur et du système nerveux. En les perturbant, les nanoplastiques frappent à la racine, le mécanisme même de la vie. Par leur nature, dans l'organisme, les nanoplastiques commencent à se comporter comme des électrets, des matériaux capables de conserver une charge électrostatique pendant extrêmement longtemps. En essence, c'est un analogue électrostatique d'un aimant, mais inséré directement dans du tissu vivant. Et cet aimant déforme constamment les signaux normaux, perturbe la communication entre les cellules et interrompt les processus biologiques naturels. En bref, la biosphère, et nous, avec nos enfants, est déjà contaminée par des micro- et nanoplastiques. Des particules de plastique se trouvent dans l'air, l'eau, la nourriture et le corps humain, quel que soit l'endroit où l'on vit.
Les micro- et nanoplastiques ont un impact destructeur sur la santé humaine et entraînent des inflammations, des dommages à l'ADN et des mutations, des perturbations du système hormonal, un vieillissement cellulaire accéléré, une altération des fonctions cognitives, des dysfonctions érectiles et l'infertilité, ainsi qu'une augmentation des cancers. Ils affectent les enfants dès la période prénatale et continuent après la naissance. Les micro- et nanoplastiques affectent aussi le climat. Les particules de plastique contribuent au réchauffement accéléré des océans, aux anomalies atmosphériques et à la perturbation du cycle hydrologique. Nous sommes donc confrontés à un problème mondial qui menace simultanément la santé humaine, la biodiversité et la stabilité climatique de la planète, alors même que l'humanité ne dispose encore ni de méthodes efficaces pour nettoyer l'environnement des micro- et nanoplastiques, ni de moyens d'empêcher leur entrée dans les organismes vivants. Nous ne commençons qu'à saisir l'ampleur réelle de cette catastrophe. Vous pouvez demander, si le groupe scientifique ALLATRA étudie depuis des décennies l'impact des nanoplastiques sur le corps humain et sur l'ensemble de la biosphère, pourquoi n'existe-t-il toujours pas de solution prête à l'emploi? La réponse est brutalement honnête, sans illusion. Parce que c'est l'un des défis les plus complexes de la science moderne. C'est une tâche qui exige une approche interdisciplinaire, des ressources énormes et l'implication des meilleurs esprits du monde, physiciens, biologistes, médecins, ingénieurs, spécialistes des matériaux et neuroscientifiques. Et peut-être que si, ces 10 dernières années, le travail du groupe scientifique ALLATRA n'avait pas été systématiquement discrédité, si le réseau de Dworkin n'avait pas construit un flot sans fin d'attaques informationnelles et bloqué chaque tentative de transmettre des données scientifiques, la situation aujourd'hui serait très différente. Peut-être qu'à présent, les principaux scientifiques du monde travailleraient déjà à une solution concrète à la menace des nanoplastiques. Les scientifiques d'ALLATRA ont fait ce que personne avant eux n'avait fait. Ils ne se sont pas contentés de faire avancer la recherche dans ce domaine. Ils ont identifié la source de la menace. Et surtout, ils ont été les premiers à indiquer la direction dans laquelle il est réellement possible de chercher une solution. Si la source des dégâts réside dans le comportement de type électret des nanoplastiques, alors la racine du problème se trouve dans leur charge électrostatique. Cela signifie que la tâche clé est de priver les nanoplastiques de leur capacité à accumuler et à conserver une charge électrostatique, de les rendre réellement inertes. En théorie, cela semble presque simple. En pratique, c'est l'un des défis les plus difficiles auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Car il ne s'agit pas d'un nouveau matériau ou de technologie du futur. Nous parlons de nanoplastiques déjà présents partout, dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les sols qui produisent notre nourriture, dans nos corps, nos tissus, nos organes, et même dans le corps d'enfants à naître. Et ici surgit une question très simple, presque naïve. Comment, concrètement, comptons-nous changer les propriétés de quelque chose qui est déjà partout et en tout? Ce n'est pas un problème d'ingénierie, ce n'est pas une idée de start-up, ce n'est pas une initiative verte qu'on peut emballer proprement dans une présentation. C'est un défi d'une toute autre échelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, le débat sur les nanoplastiques n'est plus un débat sur le confort environnemental ou la qualité de vie. L'enjeu n'est pas la commodité. L'enjeu, c'est la continuité même de la vie. En ce qui concerne l'énorme contribution des scientifiques d'ALLATRA à l'étude du changement climatique
et du problème de la pollution de la biosphère par les nanoplastiques, ils ont non seulement identifié le principal danger des nanoparticules de plastique, mais ont aussi exploré la possibilité de nettoyer la biosphère du plastique. À un moment donné, une méthode a été proposée qui pouvait réduire la concentration de micro- et nanoplastiques et offrir à l'humanité un temps considérable. Je parle du déploiement mondial à grande échelle de systèmes AWG, des générateurs d'eau atmosphérique. L'application mondiale de cette technologie aurait accéléré l'évaporation depuis les océans, ce qui aurait aidé à nettoyer à la fois l'eau et l'atmosphère des micro- et nanoplastiques, en intensifiant le cycle de l'eau atmosphérique et en augmentant l'évaporation, à refroidir l'eau des océans et par conséquent à refroidir les plaques lithosphériques sous-jacentes. De plus, cela aurait eu un impact direct sur la situation climatique de la planète. Historiquement, l'océan a été le principal régulateur de température de la Terre. Il absorbait l'excès de chaleur, redistribuait l'énergie et atténuait les extrêmes climatiques. La capacité de l'océan à dissiper l'excès de chaleur est ce qui a permis à la planète de rester habitable. Mais aujourd'hui, cette fonction est gravement altérée. Les micro- et nanoplastiques qui remplissent désormais les océans perturbent leur capacité à jouer ce rôle de refroidissement. Les particules de plastique modifient les propriétés de l'eau, perturbent les échanges thermiques et déforment les mécanismes naturels de refroidissement de la planète. Cela signifie que le système climatique terrestre perd l'un de ses principaux éléments stabilisateurs. Et ici, il est vital de relier tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. La menace d'une percée du panache magmatique sibérien, le changement climatique rapide et la pollution catastrophique des océans par les nanoplastiques ne sont pas trois problèmes séparés. C'est un seul processus interconnecté. Le réchauffement initial de l'océan est causé par la remontée du magma, qui a un effet particulièrement fort sur la croûte océanique, plus fine et plus vulnérable que la croûte continentale. Le magma remonte en raison de l'excès d'énergie qui pénètre dans le noyau terrestre depuis l'espace. À mesure que les déchets plastiques se dégradent en micro- et nanoparticules, la conductivité thermique de l'eau de mer diminue, ce qui entrave la dissipation de l'excès de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre à travers l'océan. Cela conduit à l'accumulation d'énergie excédentaire dans la planète, ce qui entraîne une augmentation des séismes profonds, la formation rapide de nouveaux panaches magmatiques et la réactivation d'anciens. Et ce sont précisément les processus que nous observons aujourd'hui. À leur tour, ces processus déstabilisent davantage la planète et accélèrent le réchauffement des océans. Un dangereux cercle de rétroaction se forme. L'activité géodynamique chauffe l'océan, implique le réchauffement de l'océan, accélère la dégradation du plastique, implique l'augmentation des concentrations de microplastiques, réduit la conductivité thermique de l'eau, implique la dissipation de la chaleur depuis l'intérieur de la Terre est perturbée, implique l'activité géodynamique et la fréquence des séismes augmente, implique l'océan se réchauffe encore davantage, accélérant la dégradation du plastique en micro- et nanoparticules. C'est précisément ce cercle de rétroaction qui alimente la forte hausse actuelle de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, inondations dévastatrices, ouragans, cyclones tropicaux et anomalies de chaleur. Vous avez sûrement commencé à voir ces images dans les informations avec une régularité effrayante. Et si l'on ajoute à tout cela la bombe magmatique sous la Sibérie, une question simple se pose. À la lumière de cela, toutes ces persécutions anti-sectes, querelles politiques, jeux géopolitiques et luttes pour des sphères d'influence, si obsessionnellement menées par une partie de l'humanité aveuglée par la soif de pouvoir et l'accumulation de richesses, n'apparaissent-elles pas totalement dénuées de sens ? Il est tragique que nous ayons manqué une nouvelle occasion de gagner du temps.
La méthode des AWG, générateurs d'eau atmosphérique, aurait pu devenir un outil pour atténuer plusieurs menaces à la fois. Nous aurions pu nettoyer l'océan, nous aurions pu nettoyer partiellement l'atmosphère, nous aurions pu ralentir les processus destructeurs. Mais cela n'a pas eu lieu. À la place, il y a eu une nouvelle salve de hurlements de la part des chiens enragés du réseau anti-secte qui, la bave aux lèvres, ont étiqueté Alatra comme une secte, rejeté nos idées comme de la pseudoscience, une théorie du complot, un fake, et traité les bénévoles d'Alatra, qui tentaient de transmettre la vérité à la société, d'alarmistes. Les membres du réseau anti-secte ont fait tout leur possible pour que cette proposition ne soit pas entendue, elle aussi. Ils disaient « c'est de la pseudoscience ». Très bien. Alors j'ai une question simple. Avons-nous inventé la sismologie? Avons-nous inventé le réchauffement de la Sibérie et des océans? Avons-nous inventé la hausse de l'activité sismique, la fonte du pergélisol, les conditions météorologiques anormales et les records de température? Un grand nombre de personnes ont simplement répété ces affirmations, à l'aveugle, ou même en connaissance de cause, sans chercher à analyser les faits, à comprendre la situation, ni à se poser la question élémentaire « Qu'est-ce qu'Alatra ? Et que disent-ils réellement ?» Aujourd'hui, tout s'est mis en place. Les gens le voient de leurs propres yeux. Kamtchatka, Japon, processus climatique et géodynamique en Sibérie, fonte du pergélisol, destruction, augmentation de la sismicité. Tout le monde commence à comprendre que nous avions raison. Dans des conversations privées, des messages, même là où tout cela est officiellement interdit, les mêmes mots reviennent. Cholakian avait raison. Alatra avait raison. Le monde entier peut désormais voir ce qu'est réellement Alatra, à quel point nos prévisions étaient exactes et à quel point nos descriptions, détaillées et cohérentes, des processus qui se déroulent aujourd'hui dans la réalité, se sont avérées justes. Au fil de décennies de modélisation climatique, un seul modèle s'est révélé le plus proche de ce qui se passe réellement. Le modèle d'Alatra. Les auteurs d'autres modèles climatiques ont déjà été contraints d'admettre que leurs calculs ne fonctionnent plus, que leurs prévisions sont dépassées et qu'ils ne parviennent pas à expliquer la réalité. Cela signifie que la question de savoir qui promeut réellement la pseudoscience n'est plus rhétorique. La réponse est donnée par la planète elle-même, et c'est la confirmation la plus effrayante qui soit. La concentration de micro- et nanoplastiques dans l'océan et l'atmosphère a atteint un point de non-retour. Un seuil au-delà duquel une technologie proposée pendant des années comme moyen de salut deviendrait aujourd'hui un accélérateur de catastrophes. Si l'on lançait aujourd'hui une évaporation de masse de l'eau au moyen de générateurs d'eau atmosphérique, AWG, le fonctionnement de ces systèmes entraînerait un transfert encore plus intense de particules, de micro- et nanoplastiques de l'océan vers l'atmosphère. Au lieu de nettoyer la planète, nous obtiendrions l'effet inverse. La Terre se transformerait en une chambre fermée, sursaturée de particules de plastique électriquement chargées, et se réchaufferait donc encore plus vite. De plus, cela provoquerait un pic brutal, exponentiel, de la concentration de nanoplastiques dans l'air que nous respirons à chaque seconde. Les conséquences sont inévitables. Dégradation accélérée de la santé humaine, atteinte massive au système respiratoire, nerveux et reproducteur, et approche rapide du point au-delà duquel l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce biologique n'est plus garanti. Ce qui aurait pu être notre ligne de vie deviendrait aujourd'hui un détonateur. Et c'est une conséquence directe du temps perdu. On peut donc constater qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance inquiétante,
mais d'une loi tragique qui s'est déjà manifestée 2 fois sous nos yeux. Nous avons 2 exemples clairs, douloureusement évidents, de la façon dont une technologie fonctionnelle et efficace, si elle n'a pas été appliquée à temps, s'est transformée d'un outil de salut en son exact opposé. Il s'agit des générateurs d'eau atmosphérique, GAV, et de la dégazation planifiée du panache magmatique sibérien. 2 solutions, 2 chances. 2 fois, l'humanité aurait pu repousser l'inévitable. Et 2 fois, ces chances ont été gaspillées. Nous n'avons pas été entendus. Et maintenant, voici la 3e chance. Celle qui, après 2 occasions perdues, semblait ne plus devoir exister. La chance de résoudre le problème lié au nanoplastique, ce tueur silencieux, discret, mais inéluctable. Dans cette question, Alatra a déjà accompli l'une des tâches fondamentales de toute recherche scientifique. Nous avons identifié la cause. Oui, la solution finale n'a pas encore été trouvée, mais la cause première a été clairement désignée. Cela a épargné à la communauté scientifique mondiale des décennies de travail et des ressources considérables. La solution essentielle à ce problème doit consister à priver les particules de nanoplastique de leur capacité à accumuler et à conserver une charge électrostatique. En d'autres termes, les rendre inoffensives. Transformer un agent dangereux en poussière inerte. Si nous y parvenons, des mécanismes naturels d'autorestauration s'activeront. En neutralisant la charge des micro- et nanoplastiques, nous éliminerons non seulement leur impact destructeur sur la santé humaine, mais nous retirerons aussi de l'énergie excédentaire de la biosphère, une énergie qui, sinon, continuerait de s'accumuler, aggravant la crise géodynamique et intensifiant les catastrophes naturelles. Les échanges de chaleur dans l'atmosphère et l'océan commenceraient à se normaliser. L'excès de chaleur provenant de l'intérieur de la Terre pourrait à nouveau se dissiper dans l'espace. L'océan et l'atmosphère commenceraient à revenir à un état d'équilibre. Si cela arrive, il y a une chance que le panache magmatique sous la Sibérie, en se refroidissant naturellement grâce au rétablissement de l'équilibre thermique, n'explose pas. Mais cela ne serait possible que si l'équipement expérimental des scientifiques d'Alatra, un équipement qui a fonctionné sans faille pendant 10 ans et a prouvé son efficacité, était restauré sur le territoire au-dessus du panache sibérien. Or, aujourd'hui, ce plan ressemble davantage à de la science-fiction qu'à un scénario réaliste, car le réseau antisecte dirigé par Dworkin, protégeant ceux qui nourrissent manifestement ces museaux de chacal assoiffés de sang, a tout fait pour qu'Alatra ne puisse pas obtenir des données du territoire au-dessus du panache magmatique, des données pourtant crucialement nécessaires pour répondre à toutes les menaces décrites. À ce jour, le marquage d'organisations comme extrémistes, une tactique signature d'Alexandre Dworkin et de sa RACIRS, a rendu ce scénario impossible. Nous nous sommes retrouvés dans une situation que l'on ne peut qualifier que d'impasse. C'est le point extrême d'une catastrophe créée non pas par nous, mais par ceux qui ont permis que la propagande anti-secte soit servie non seulement au public, mais aussi à ceux qui prennent des décisions globales au niveau des États. Il s'est avéré plus simple pour eux de détruire Alatra que de risquer leurs capitaux. Mais dites-moi, à quoi leur sert leur argent si, demain, le plastique détruit leur cerveau, s'ils ne peuvent plus reconnaître leurs enfants ou leurs petits-enfants? Pour qui accumulent-ils ces fortunes s'il n'y a personne à qui les transmettre, parce que même la reproduction deviendra impossible? Le temps pour déployer les générateurs d'eau atmosphérique est déjà perdu.
Le temps du dégazage planifié du panache sibérien est perdu lui aussi. Et maintenant, la seule voie rationnelle qui reste à l'humanité est de trouver une solution pour neutraliser les micro- et nanoplastiques. Mais cette recherche ne doit pas commencer dans un an, elle doit commencer immédiatement. La vraie difficulté est ici. Avec le panache sibérien, nous avions un plan clair, une feuille de route, une stratégie concrète qui ne demandait qu'un feu vert et un signal de départ. Ici, en revanche, nous sommes confrontés à une menace pour laquelle il n'existe actuellement aucune solution prête à l'emploi. Et nous devons le reconnaître honnêtement. Aujourd'hui, il n'existe dans le monde aucune technologie capable de neutraliser les nanoplastiques et de leur retirer leur comportement de type électret. Il n'existe aucun dispositif capable d'empêcher leur pénétration dans le sang ou dans l'utérus. Il n'existe aucune méthode capable de sortir l'humanité de ce piège. Mais il est vital d'en trouver une. Il est impératif de priver les nanoparticules de plastique de leur capacité à accumuler et à conserver durablement une charge électrostatique. C'est la base, c'est le point de départ, c'est la ligne directrice sur laquelle doit s'appuyer l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Parce que tout le reste n'est que lutte contre les conséquences. Ici, il s'agit de lutter contre la cause. Allatra a identifié la cause principale de la catastrophe liée aux nanoplastiques. Elle est compréhensible, elle est logique, elle est vérifiable par la recherche expérimentale. Pour que la communauté scientifique commence réellement à chercher une solution, il suffit d'une seule chose, un vecteur unique et commun orienté vers la suppression de la capacité des nanoplastiques à conserver une charge électrostatique. Aujourd'hui, dans le monde, il n'existe pas un nombre suffisant de laboratoires pleinement équipés pour étudier les nanoplastiques. Très souvent, l'équipement lui-même dépasse les capacités financières des centres de recherche individuels. Le prix d'un microscope Raman capable de détecter les plus petites nanoparticules plastiques peut atteindre jusqu'à un demi-million de dollars. Et ce n'est qu'un seul appareil. Imaginez maintenant combien d'équipements de ce type seraient nécessaires pour étudier les nanoplastiques dans toute la biosphère. Et il faut encore des appareils à rayons X, des systèmes de dosage, des magnétomètres, des systèmes de travail avec des champs électromagnétiques. Il faut des laboratoires capables de réaliser des expériences avec des matériaux radioactifs. Où trouver tout cela ? Cela existe, les équipements existent, l'infrastructure existe partout dans le monde. Il existe aussi des spécialistes et des personnes capables de penser de manière claire et analytique. Mais certaines conditions sont indispensables. Un centre unique de coordination, une coopération étroite et le partage de données afin de rechercher ensemble une solution à une seule tâche clairement définie. Le nombre d'expériences qu'il faudra mener pour parvenir à une solution est immense. Car pour la première fois dans l'histoire, nous faisons face à une mission qui exige de modifier les propriétés d'une substance dans toute la biosphère de la planète. Pas localement, uniquement dans l'organisme humain, ni même seulement dans l'océan ou dans l'air, mais partout, dans l'ensemble de la biosphère. Cela requiert naturellement de la communauté mondiale, y compris des États et des personnes responsables de leur gouvernance, une collaboration et une coopération ouvertes, fondées exclusivement sur un échange de données transparent. Pour créer les conditions permettant le travail de la communauté scientifique, des subventions et des financements sont nécessaires. Mais comment débloquer ce processus ? À ce stade,
Une seule chose est nécessaire, créer les conditions pour que des scientifiques du monde entier puissent travailler ensemble à la recherche d'une solution. Une telle expérience existe déjà, le processus de déchiffrage de l'ADN humain, connu sous le nom de projet Génome Humain, Human Genome Project, HGP, a été l'une des entreprises scientifiques les plus ambitieuses de l'histoire et a été menée à bien grâce à une coopération internationale sans précédent entre chercheurs. Projekt Lidský genom byl realizován jako otevřený veřejný projekt, který Le projet Génome Humain a été conçu comme un projet ouvert et public, réunissant des milliers de scientifiques à travers le monde. Il s'agissait d'un choix délibéré, visant à empêcher que l'information génétique ne devienne une propriété privée. které vytvořili Mezinárodní konzorcium pro sekvenování lidského genomu. Plus de 20 universités et centres de recherche issus de 6 pays ont participé au projet, formant le Consortium international pour le séquençage du génome humain. Le moment décisif qui a garanti le succès et l'ouverture du projet a été l'adoption, en 1996, des fameux principes des Bermudes. Ces principes exigeaient que toutes les données de séquençage ADN obtenues dans le cadre du projet soient immédiatement rendues publiques dans les 24 heures dans des bases de données librement accessibles. Si l'humanité possède déjà l'expérience d'une coopération scientifique internationale autour d'un objectif commun, sommes-nous vraiment incapables de la réutiliser aujourd'hui face au problème des nanoplastiques ? Pour cela, il suffit d'une seule chose, une base de données unifiée, un accès ouvert aux recherches, des subventions, du financement, des laboratoires, des équipements et surtout, une volonté politique. Oui, il faudra peut-être renoncer à certains développements, y compris à des programmes d'armement nouveaux. Mais à quoi bon mener des guerres si l'humanité est condamnée à l'extinction ? Nous n'avons plus le temps d'hésiter. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que les capacités cognitives disparaissent, que notre intelligence se dégrade jusqu'au simple réflexe manger et survivre. Sinon, les scénarios de zombie-apocalypse dont Hollywood nous a abreuvés cesseront d'être de la fiction. Le seul véritable moteur de la recherche d'une solution, ce sont les êtres humains eux-mêmes. Il est donc temps de grandir. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne tout arranger. Quand vous êtes malade, le médecin ne le sait que parce que vous vous présentez devant lui et exigez un traitement. Or, aujourd'hui, c'est nous tous qui sommes malades. Si nous n'exigeons pas de solution, comment espérons-nous guérir ? Et pourtant, bien que nous ayons en tant que civilisation épuisé notre droit à l'erreur, je vous dirai l'essentiel. Tout peut encore être changé. Et l'avenir peut encore recevoir une chance. Pour cela, il suffit d'une seule chose, que l'humanité devienne enfin humanité. Il est nécessaire de permettre aux scientifiques de différents pays de collaborer à la recherche d'un moyen de priver les nanoparticules de plastique de leur comportement de type électret et de créer les conditions pour leur travail. Oui, cela exigera un financement colossal. Oui, il s'agira de milliers de scientifiques et de centaines de laboratoires. Mais soyons honnêtes, quelle est l'alternative ? Une nouvelle planète ? Un vaisseau pour déménager ? Des billets pour Mars ? Aucun de nous n'a un deuxième cœur ni un deuxième cerveau. Nous n'avons pas une deuxième biosphère. Nous n'avons pas une deuxième Terre. Nous n'avons que nous-mêmes. Et seulement ce que nous ferons maintenant. S'il nous reste assez de volonté, s'il nous reste assez de raison, si nous avons le courage d'admettre nos erreurs, nous pouvons encore changer cette histoire. Sinon, nous écrirons nous-mêmes la dernière page de l'histoire de l'espèce humaine. Et cette page commencera par la phrase « Ils savaient, ils avaient été avertis, et ils n'ont rien fait ». Tant que nous sommes encore capables de penser,
Tant que notre cerveau n'est pas encore détruit par le plastique, tant que nous pouvons encore parler, comprendre et agir, nous avons le devoir de lutter pour notre avenir et celui de nos enfants, et de saisir cette chance.